Ok, bah voilà, on est déjà pas mal dans le chat, donc on va pouvoir commencer si ça vous va. Du coup, pour rappel, donc ce webinaire, c'est dédié à l'éco-conduite au service de l'optimisation de la flotte de véhicules. Donc personnellement, je suis Cassandra Martin, je vais être la présentatrice de ce webinaire, donc Product Owner Soflit, responsable produit en français. Donc juste rapidement, Soflit, c'est une solution de fleet management, de gestion de flotte de véhicules connectés pour tout type de véhicules. Nous, aujourd'hui, on dispose des accords constructeurs, c'est-à-dire qu'on est capable de vous proposer de connecter vos véhicules en première monte, c'est-à-dire sans installation, par activation via les données constructeurs directement, ou en seconde monte, c'est-à-dire avec une installation. On vous expliquera dans le cadre de l'éco-conduite, ça a quand même un gros impact, on va l'expliquer à travers ce webinaire. Mais l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Olivier et Mathilde qui vont se présenter juste après. Parce qu'aujourd'hui, on va du coup surtout parler éco-conduite, parce qu'en télématique, la télématique, c'est pas juste géolocaliser des véhicules, c'est aussi faire toute la partie gestion de flotte et l'éco-conduite. Et justement, aujourd'hui, on a un exemple très concret avec l'ADMR qui nous accompagne. L'ADMR qui, cette ADMR, en tout cas de Charente-Maritime, n'utilise pas la géolocalisation, ils utilisent toutes les autres fonctionnalités. Donc, du coup, ma première question va d'ailleurs se tourner vers Mathilde. Mathilde, du coup, ADMR, ça signifie aide à domicile en milieu rural. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le métier de l'ADMR et du coup sur les défis que vous rencontrez au quotidien de façon générale? Alors, l'ADMR, c'est une association d'aide aux personnes. Donc, elle vient en aide aux personnes à tout âge. Donc, on emploie des aides à domicile et des auxiliaires de vie sociale. Donc là, on est sur un secteur très concurrentiel et surtout très peu reconnu. Donc, du coup, on a mis en place il y a 4 ans une flotte de véhicules, donc, ce qui nous a permis d'avoir une certaine visibilité auprès de tous et surtout de fidéliser les aides à domicile, les auxiliaires de vie. Voilà. Ok. Et du coup, pour présenter aussi Olivier, donc tu es le dirigeant de Nouvelle Route, Oui, fondateur aussi, du coup. tout à fait. Est-ce que tu peux, du coup, est-ce que votre mission, du coup, de votre organisme de formation, parce que vous êtes un organisme de formation, c'est finalement de modifier les comportements de conduite? Alors, c'est de faire évoluer, je dirais, les comportements de conduite vers une recherche d'une conduite plus économe et plus écologique. C'est pour ça qu'on parle d'éco-conduite. Ok. Très bien. Mais de toute façon, on va un peu plus détailler après, donc il n'y a pas de souci. Donc pour toi, Mathilde, pardon, donc il y a certaines structures ADMR qui ont des flottes de véhicules, mais ils n'ont pas forcément un gestionnaire de flotte. Donc toi, tu es gestionnaire de flotte chez l'ADMR. C'est quoi ton rôle justement en tant que responsable de flotte, de gestionnaire de flotte au sein de l'ADMR? Alors, il n'y a pas que du coup l'éco-conduite chez nous, donc je gère tous les véhicules. On a bientôt 600 véhicules maintenant dans notre ADMR 17. Donc, mon rôle, ça va être de gérer en général déjà tous les véhicules. Donc, ça va être tout ce qui est sinistralité déjà, de l'accident jusqu'à l'expertise, puis aux réparations et ensuite au remboursement du sinistre. Ça va être tout ce qui est contravention. Après, ça va être l'éco-conduite aussi. Et puis voilà. Et puis attribuer tous les véhicules aux associations qui en ont besoin. Tout à fait. Et on va en parler après, justement, vous mettez en place notamment des challenges éco-conduite, ce genre de choses. On va aller un peu plus dans le détail aussi après. Et justement, en quoi la gestion de flotte, du coup, c'est important aujourd'hui dans votre activité et comment aujourd'hui tu la gères dans ton quotidien? Alors, c'est important parce que ça, donc on parle de 600 véhicules. S'il n'est pas géré, ça peut nous coûter très cher. Voilà. Si elles n'en prennent pas soin, les coûts des restitutions peuvent nous coûter très cher si les sinistres ne sont pas déclarés, quoi. Ok, très bien. Donc, en plus d'utiliser du coup la plateforme dans un Soflit, donc tu utilises aujourd'hui Soflit dans ton quotidien, dans un objectif de gestion de flotte, donc comme tu l'as dit, gestion des sinistralités, des maintenances, des consommations, etc. Tu utilises beaucoup aujourd'hui le module éco-conduite qui est dédié dans la plateforme. Et pourquoi du coup l'ADMR déjà a eu envie d'entamer cette démarche? Alors en fait, on a été labellisé RSE déjà l'année dernière, au mois de juin 2023. Donc c'est dans la continuité de ce qu'on veut. Le concours il a été mis en place il y a 3 ans déjà. Donc on espère déjà faire des économies en cas de sinistralité. On espère aussi que les salariés prennent soin de leur véhicule, qu'elles conduisent mieux, déjà, c'est tout ce qu'on attend. Et ensuite,
on espère qu'on va baisser le coût du carburant aussi. Oui. Voilà. Donc, ouais, vous avez déjà entamé l'année dernière aussi un challenge éco-conduite. On en parlera aussi après parce que du coup, tu vas pouvoir nous partager aussi les résultats parce que c'est aussi ce qui est important dans la partie éco-conduite et dans la partie challenge. Mais du coup, je vais plutôt me tourner vers toi, du coup, maintenant, Olivier. Donc, bien sûr, Nouvelle Route, ça s'inscrit aussi dans une dimension avec un objectif environnemental, parce que l'éco-conduite, c'est aussi un objectif environnemental, bien qu'on peut maîtriser ses coûts. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous donner quelques chiffres clés, justement, sur l'impact du transport en France, d'un point de vue environnemental, mais aussi financier? Alors, globalement, les rejets, on va parler de rejets de CO2, on considère que le transport, c'est un peu plus de 30% des rejets de CO2 émis en France, et que ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces 31%, 60% sont émis par les véhicules particuliers. On pense trop souvent que ce sont les poids lourds qui polluent le plus, alors que ce sont les véhicules légers qui polluent le plus parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Donc effectivement, en agissant sur les véhicules légers, sur des flottes comme celle de l'ADMR, on va pouvoir réduire les rejets polluants des 600 véhicules et aussi réduire la consommation, donc aller chercher des économies sur le coût de tous les déplacements. Des économies de consommation et des économies sur les pièces d'usure. Tout à fait. Oui, parce que oui, la sinistralité, tout ça, c'est des choses qui rentrent en compte. Et l'usure des véhicules aussi, l'éco-conduite aide à tout ce type de choses. Donc ça, c'est important. Et aussi, je rebondis juste là-dessus. Effectivement, là, on parle beaucoup de véhicules légers parce que la DMR, c'est beaucoup de véhicules légers. Mais on fait aussi du poids lourd et toi aussi, tu en fais. Donc c'est intéressant. Voilà, de l'éco-conduite sur tout type de véhicule et tout type de motorisation. Tout à fait. Et d'ailleurs, on entend plus de choses sur l'éco-conduite. Il y a un peu des clichés qui tournent. Par exemple, on dit que l'éco-conduite, c'est rouler doucement, du coup, ça freine un peu. Justement, vu que tu es là avec ton expertise, ce serait bien que tu puisses aujourd'hui nous donner la définition du terme éco-conduite et aussi, pourquoi pas nous expliquer la distinction avec le risque routier, parce qu'aujourd'hui, notamment quand on a travaillé le module éco-conduite, on a bien fait cette distinction et que tu puisses expliquer tout ça, du coup. Alors, l'éco-conduite et le risque routier sont liés. C'est-à-dire que le risque routier, on va travailler sur réduire l'accidentalité par des actions de prévention du risque routier. Mais comme on va jouer sur le comportement avec l'éco-conduite de la personne qui conduit, on va aussi réduire les consommations, les frais liés à tous les trajets, enfin, aux trajets. Et effectivement, il y a pas mal de fausses idées reçues qui existent, du fait qu'on va rouler lentement, alors que ce n'est pas vrai. L'éco-conduite, c'est une conduite active et dynamique. On va optimiser son trajet pour trouver le meilleur trajet. On va avoir une conduite qui est plus attentive, donc on va effectivement éviter les petits accrochages liés à l'inattention. Et tout ceci fait qu'on va jouer autant sur le côté écologique que le côté économique. Oui, tout à fait. Oui, l'anticipation. Voilà, les notions d'anticipation, de respecter certaines règles de sécurité, les distances de sécurité, et ainsi de suite, fait qu'on réduit le risque d'accident et on réduit les coûts d'accélérateur qui ne servent à rien. Oui. Et c'est aussi la sensibilisation aussi peut-être des conducteurs, par exemple le poids du véhicule. Je sais que tu m'avais raconté que ça avait un impact aussi sur le véhicule, l'environnement extérieur potentiellement. Oui, la consommation d'une voiture augmente quand on laisse du poids dans le véhicule qui ne sert à rien. On le constate, alors sans parler de servir à rien, mais on le constate facilement quand on est à 4 dans son véhicule, la voiture consomme plus que si on est tout seul. Tout à fait. Et du coup, j'en profite pour cette distinction éco-conduite risque routier. Donc, justement, dans Sofit, on a fait la distinction entre les deux. On a des tableaux de bord dédiés entre les risques routiers et l'éco-conduite, notamment parce qu'en fait, on a une différenciation entre la première monte et la seconde monte. J'en parlais rapidement qu'en éco-conduite, c'était important d'avoir ces distinctions. Donc, pour rappel, la première monte, c'est lié aux accords constructeurs. Donc, aujourd'hui, Sofit dispose de ces accords pour activer en première monte. Autrement dit, on va activer à distance vos véhicules s'ils sont déjà prééquipés d'un boîtier. Et donc remonter directement les données dans la plateforme. En seconde monte, par contre, on va plutôt avoir une installation parce que vos véhicules ne sont pas prééquipés. Dans la partie éco-conduite, en fait, on va avoir une distinction parce que dans la première monte, donc dans les données constructeurs qu'on va remonter, on va très peu avoir toutes les notions d'éco-conduite comme nous, on a pu le travailler dans le module éco-conduite. Donc on va les voir après avec les différents indicateurs qu'on remonte dans la plateforme. Donc sur la première monte, on va vraiment se concentrer plutôt sur le risque routier. Donc tout ce qui est accélération brusque, freinage brusque,
virage dangereux, bon, toutes les notions du coup, de risque routier, ce que tu pouvais dire. Seconde monte, on va aller vraiment plus loin dans les indicateurs éco-conduite. C'est pour ça que sur la partie éco-conduite, sur le module éco-conduite Soflit, on va plutôt encourager les utilisateurs à passer sur la seconde monte, bien que bien sûr vous pouvez commencer par la première monte dans un premier temps pour tester justement et rien que mettre en place ce type de challenge sur la partie risque routier, vous allez déjà avoir des améliorations et ensuite aller beaucoup plus loin dans la partie seconde monte. Voilà. Donc ça c'était un petit aparté par rapport à Soflit. Maintenant, Olivier, on va plutôt parler de la réglementation. Aujourd'hui, il y a la loi climat et résilience qui est en vigueur depuis 2021, donc c'est super récent, qui implique l'obligation de formation à l'éco-conduite. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que je pense que c'est important pour les gens qui... Oui, c'est une loi qui n'est pas forcément... Enfin, c'est un article de la loi climat qui n'est pas forcément très, très connu. En France, depuis cette loi, on a une obligation de formation à l'éco-conduite dans les collectivités si la flotte dépasse 20 véhicules légers et dans les entreprises privées si la flotte dépasse 100 véhicules légers. Cette obligation, elle est faite pour réduire les rejets de CO2 émis par ces véhicules-là. Et effectivement, cette loi, enfin, cet article de loi est peu connu, sauf qu'il existe et qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de contrôles qui se font, mais ça devrait venir. Et nous, on se rend compte que les responsables de flotte, responsables de ressources humaines, ainsi de suite, ne sont pas au courant souvent de cette loi, qui pourtant va impacter les formations à mettre en place tout au long de l'année et qu'il faut la prendre en compte. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose que tu nous as parlé quand on s'est rencontrés et qu'on ne connaissait pas non plus nous. Et c'est un vrai argument du coup pour les gestionnaires de flotte de dire que pour leur politique RSE, mais aussi en interne pour essayer de mettre en place cette solution, de savoir ce genre de choses, c'est hyper pertinent. Donc, merci pour cette info, je pense que c'était utile pour tout le monde. Maintenant, on va plus passer du coup sur la partie solution justement, et du coup avec toi Mathilde, justement aujourd'hui, comment tu utilises la plateforme Soflit au quotidien d'un point de vue gestion de flotte de façon générale? Alors moi Soflit, j'utilise tous les jours. J'ouvre mes mails et en même temps j'ouvre la plateforme Soflit en fait. C'est vraiment, les deux sont à côté. Tous les jours, je peux l'utiliser. Déjà, il y a des restitutions et des attributions de véhicules tous les jours. Donc ça, c'est nécessaire pour la mettre à jour, notre flotte. Ensuite, donc, chaque début de semaine, on vérifie tous les utilisateurs du week-end. En fait, chez nous, on a des véhicules de fonction et des véhicules de service. Et on va bien s'assurer que tous les véhicules de service n'utilisent pas leur véhicule en mode personnel, justement parce que ça peut nous coûter vite très cher si on ne fait pas attention à ça. Le nombre de kilomètres peut vite augmenter, sachant qu'on a des contrats de 20 000 km par exemple pour les Citroën. On ne peut pas se permettre de dépasser ces contrats. Tout à fait. Et c'est important de dire que surtout dans votre flotte, du coup, vous n'avez pas de géolocalisation. Pas du tout. Et ça, c'est important. Je le redis, je l'ai dit en introduction, la télématique, c'est pas fait que pour la géolocalisation. C'était pas du tout une partie qui nous intéressait. On ne voulait pas, entre guillemets, contrôler où les salariés étaient. On veut juste savoir comment est le véhicule. Ouais. Et tu m'avais parlé aussi de justement de l'alerte boîtier débranché. Oui. Donc ça, c'est quelque chose que tu utilises aussi. Oui, ça c'est... Donc là, on a... On s'est généré un rapport. Dès qu'il y a un boîtier rebranché ou débranché, on a l'alerte en fait. Et ça nous permet de déjà contrôler si tous les véhicules sont bien branchés ou vérifier s'il y a des faux contacts et du coup des pertes de véhicules sur notre flotte. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est aussi ça, la gestion de flotte, c'est aussi de vérifier que... C'est ça, qu'on est bien tout le monde. Vous avez bien tout le monde, et ça, c'est assez important. Et c'est la différence aussi entre la première monte et la seconde monte. Donc vous, pour information, vous avez quasiment que la seconde monte, justement pour monter tous ces nouveaux indicateurs éco-conduite les plus pertinents, donc on va discuter après. Mais voilà, donc ça, c'est important que tout le monde le sache. Et donc, bien sûr, en plus d'utiliser du coup la plateforme Soflit dans un objectif de gestion de flotte, comme là tu viens de nous expliquer, vous utilisez donc le module éco-conduite. Donc, pourquoi justement vous avez entamé cette démarche? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui. Alors du coup, on a un challenge éco-conduite depuis 3 ans, donc là c'est la 3e année. Donc ce challenge, il est de janvier à mai de chaque année. Donc on commence le 1er janvier. Donc chaque mois, on récompense les 3 premiers salariés de chaque association.
puis les 3 premières associations gagnantes. Et après, donc ça chaque mois jusqu'à fin mai. Et ensuite, à l'Assemblée générale, on récompense les 3 premiers salariés du concours, donc on fait une moyenne globale. Et ensuite, les 3 salariés, les 3 associations, gagnantes aussi selon la moyenne globale. Et ensuite, on offre des cadeaux. Donc, on essaie de les motiver un petit peu. Donc, voilà, on espère que ça les motive tout le temps un petit peu plus. Donc, si vous voulez, on peut vous expliquer un petit peu les cadeaux qu'on offre. Donc là, la salariée, donc la 3e salariée, elle gagne un restaurant gastronomique pour 2 personnes. La 2e gagne un week-end pour 4 personnes. Donc, cette année, c'était au Puy du Fou. Et la première gagne un voyage pour 4 personnes. Et cette année, c'était au Canada. Ouais, c'est vraiment une façon d'incentiver, de motiver ces conducteurs. Ces conducteurs, et on va voir après sur les résultats que finalement ça fonctionne un peu quand même. C'est l'objectif. Oui. Et juste pour rappeler, justement, sur la partie Sophie, j'ai oublié de le dire juste avant, c'est vraiment un outil, il ne va pas remplacer le gestionnaire de flotte, je pense que c'est important de le dire. Il va vraiment plus vous accompagner dans cette démarche de gestion de flotte, de vous accompagner sur la partie maintenance, sur la partie consommation, sur la partie visibilité de l'ensemble du parc, parce que toi, je ne sais plus si on l'a dit dès le début, combien tu as de véhicules, toi, en parc? On en a 600. Ouais, 600. Donc, ça nous permet aussi d'ajuster le coût de remboursement du carburant, par exemple, si elle consomme un peu trop. On va ajuster aussi cette partie-là. Tout à fait. Et du coup, plus sur la vision Sophie, sur la partie module éco-conduite, notre idée aussi, justement, c'est de permettre aux gestionnaires de flotte de faire justement ce type de challenge, comme tu viens de nous en parler, mais pas juste de faire un challenge pour faire un challenge. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les gestionnaires de flotte dans la compréhension justement des indicateurs. Après, on va voir avec toi, Olivier, justement, comment tu les accompagnes à ce niveau-là. Et vraiment, de mettre à disposition des gestionnaires des indicateurs qu'ils puissent lire, qu'ils puissent comprendre, et qu'ils puissent analyser les comportements de conduite pour pas juste dire au conducteur, t'es dernier du classement, débrouille-toi. Non, c'est pas l'objectif, c'est comment je peux t'aider à t'améliorer. Et justement, avec Olivier, aujourd'hui, donc, tu formes justement les conducteurs, mais aussi les gestionnaires de flotte. Comment aujourd'hui ça se passe quand tu formes ces gens à l'éco-conduite? Comment ça se passe une formation? Alors, une formation, c'est souvent un équilibre entre une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique pour sensibiliser, travailler la prévention du risque routier, et pour expliquer les principes de l'éco-conduite qui vont ensuite être mis en œuvre de façon pratique. C'est primordial d'aller vers la pratique pour que les gens comprennent ce qu'ils doivent faire au volant pour aller chercher des économies, parce que là on est vraiment sur une partie, aller chercher des économies et moins de rejets polluants. Cette partie pratique, elle permet donc à la personne de se rendre compte de certaines choses et de constater que le véhicule permet de certaines choses que l'on n'imaginait pas. Et les indicateurs que l'on va avoir entre le risque routier et l'éco-conduite sont très intéressants, parce que les indicateurs risque routier que l'on trouve sur quasiment tous les boîtiers nous permettent juste de voir ce comportement-là au niveau du risque routier. Les indicateurs d'éco-conduite que l'on remonte que les boîtiers seconde montent vont permettre de dire « Ok, je comprends pourquoi la personne n'arrive pas à atteindre les économies. » Parce que à ce niveau-là, par exemple, je prends un exemple qui est l'anticipation, on voit que cette personne a une très mauvaise anticipation. Donc, on va l'aider, on va l'accompagner pour qu'elle puisse améliorer cette anticipation. Si on n'avait pas ces indicateurs d'éco-conduite, on ne pourrait pas dire pour cette personne-là, c'est ce point-là qui est à travailler. Voilà. Et justement, aussi, tu me disais souvent que quand tu faisais les formations, souvent, ces petites anecdotes, ils disaient « Ah, je ne m'attendais pas à ça ». Tout à fait. L'éco-conduite, c'est de toute façon une technique qui est très surprenante, puisque ça n'est pas une conduite lente, c'est une conduite active et dynamique, là où les gens pensent que, comme tu le disais au début, pour économiser, il faut rouler moins vite. C'est le contraire. Pour économiser, on roule à la même vitesse moyenne, voire un petit peu plus vite, tout en respectant le code de la route. C'est une évidence pour la partie prévention du risque routier, mais en même temps, c'est une conduite qui est plus active et plus attentive. Donc, cette notion d'attention réduit aussi l'accidentalité.
Ok. Et justement, du coup, parce que là, du coup, on parle d'indicateurs éco-conduite parce qu'on parle de télématique. Pour toi, c'est quoi les indicateurs les plus pertinents, justement, à avoir quand on fait de l'éco-conduite? Alors, le premier indicateur que l'on regarde, c'est la notion de consommation. Ça, c'est un indicateur qui va nous dire, OK, cette personne en est à ce niveau-là. L'idée de la formation, c'est de faire baisser cette notion-là. Mais cette consommation va être différente d'une région à une autre, parce que sur une région où les routes sont très plates, on va avoir une consommation plus basse, et des régions plus accidentées, on va avoir, logiquement, ça va être plus haut. Ensuite, on a vraiment des indicateurs forts sur, par exemple, les temps sans consommation, qui sont les temps où le véhicule se roule sans consommer. Cet indicateur-là, il est primordial pour aller analyser la conduite et l'éco-conduite. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question. Tu parles des indicateurs et justement, on va voir que on a intégré ces indicateurs dans Sofit parce qu'on a travaillé avec toi sur ce module, donc c'était hyper pertinent. Et justement, Mathilde, est-ce que tu veux rebondir? Parce que toi, du coup, tu t'es fait former avec Olivier sur l'éco-conduite. Alors nous, on ne s'est pas encore fait former. On se fait former au mois de juin, justement. Et ça va nous permettre de former aussi les salariés et d'avoir un peu plus de retours et d'avoir un cas concret. Là, on demande aux salariés de faire un challenge éco-conduite, mais elles ne sont pas formées. Donc, au final, on espère avoir plus de retours. Pour l'instant, elles ont juste l'application d'éco-conduite sur leur smartphone qui leur donne une note globale sur leur conduite du trajet. Elles s'auto-forment, si on peut dire ça comme ça. Mais nous, après, on va les accompagner pour aller encore plus loin. C'est ça. Non, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, sans formation, déjà, on voit déjà un impact positif. Donc, c'est-à-dire avec une formation, on va pouvoir aller encore plus loin et encore plus loin dans les indicateurs, encore plus loin dans l'évolution. Ce sont des paliers, en fait. C'est ça. Et c'est déjà donner un goût, en fait, de l'éco-conduite. Et puis, on va pouvoir savoir qui former en priorité. Exactement. C'est exactement. Et justement, du coup, pour la partie Sofit, comme je disais, du coup, on a travaillé avec Nouvelle Route sur ces nouveaux indicateurs éco-conduite et on a bien sûr travaillé un nouvel algorithme éco-conduite, justement pour ta partie challenge. Tu disais savoir qui est le meilleur finalement et le moins bon, dans le sens plutôt amélioré, qui doit vraiment se faire former, qui a besoin de ça. C'est pour ça qu'on fait des challenges, même si je sais que toi, la note éco-conduite, c'est pas forcément ce que tu préfères parce qu'on ne doit pas comparer des conducteurs, c'est propre à un conducteur. Oui. Mais du coup, la note éco-conduite aujourd'hui dans Sofit est justement basée sur divers critères sur lesquels on va donner une note et pour aider justement à mieux... sur chacun des critères, on va vous donner la note pour savoir sur quel critère votre conducteur justement doit s'améliorer. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'être le plus transparent avec vous et vous donner une évolution. L'algorithme est aussi basé sur la tendance d'évolution. C'est-à-dire que, comme tu disais, toi, tu n'es pas trop pour une note parce qu'on veut surtout incentiver et aller dans l'amélioration. Du coup, nous, on a essayé d'intégrer ça, de cette tendance d'évolution, c'est-à-dire que si votre conducteur a le même niveau qu'un autre conducteur, mais par rapport à la semaine dernière ou au mois d'avant, il y a une tendance d'amélioration plus élevée, il aura certainement une meilleure note que l'ancien conducteur. Donc ça, c'est important pour incentiver ces conducteurs. Donc voilà, pour la partie algorithme. Olivier, donc former les élèves, c'est une chose, mais les inciter du coup à l'appliquer, toutes ces pratiques au quotidien, c'est une autre. Comment aujourd'hui on va faire pour challenger les conducteurs, justement? Je pense qu'effectivement, le challenger est intéressant les challenger, c'est intéressant pour avoir ce suivi et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le fait de la note d'éco-conduite qui va s'améliorer en fonction de l'amélioration de la personne. En éco-conduite, on sait que les conditions sont différentes, donc que les consommations, même avec le même véhicule, vont être différentes d'un lieu à un autre. L'important, c'est l'amélioration. L'important, c'est d'aller chercher les économies de rejet de polluants, ainsi de suite. Donc, on va mesurer et vraiment travailler sur cette amélioration. Et je crois que de notre côté, cette notion de challenge, effectivement, avec des prix qui sont intéressants. 4 jours, c'est ça, un voyage de 4 jours pour une semaine, voilà. C'est quand même un beau cadeau, quoi. Ça motive. Effectivement, ça motive. Et je pense que les gens le savent, les gens le voient, les gens font les efforts pour. Et si la DMR de la Charente-Maritime peut donner un voyage
d'une semaine comme l'eau, c'est qu'effectivement, derrière, les économies y sont. Et c'est que l'intérêt y est. Il faut aussi revenir à des notions économiques. Voilà, c'est que l'intérêt y est que sur une flotte de 600 véhicules, d'imaginer tous les cadeaux que tu as pu nommer, ça représente quand même une certaine somme et que les objectifs d'économie derrière sont bien au-delà de cette somme-là. En économie et en baisse aussi de la sinistralité. C'est une chose qui est importante aussi avec l'éco-conduite, c'est de faire le lien entre les coûts à l'usage et la baisse aussi liée au nombre d'accidents, nombre de petits accrochages, ainsi de suite. Oui, puis après, nous, on l'a vu, donc la première année, le challenge n'était pas trop diffusé aux salariés. Et en fait, les récompenses se sont faites pas lors de notre assemblée générale, pas devant tout le monde. Et du coup, la deuxième année a un petit peu moins marché. Parce que du coup, elles n'étaient pas trop... elles n'avaient pas trop l'envie, finalement, elles ne savaient pas trop. Et la deuxième année, donc l'année dernière, on les a mises sur scène avec nous, on leur a offert leurs cadeaux. Et là, cette année, elles m'ont appelé, mais comment on fait pour s'améliorer? Comment? Donc là, on sent l'envie. Motiver, voilà. Il faut motiver les gens dans cette pratique-là. Hein, voilà. Tout à fait. Et je ne l'ai pas dit aussi dans le module d'éco-conduite d'algorithme, justement. Dans Sofit, on a la possibilité justement d'adapter l'algorithme à sa flotte. On a la possibilité de changer en fait les différents critères et aussi des coefficients, j'appelle ça, on retourne un peu à l'école, mais de dire quel indicateur justement est le plus important pour moi. Est-ce que justement c'est la risque routier, l'anticipation, le temps de consommation, enfin, quels critères on veut le plus. Et ça permet justement déjà d'adapter à chacune de sa flotte, parce qu'on a tous des flottes différentes. Tu le disais tout à l'heure, le type de route, si on a une flotte de commerciaux au diesel, vs une flotte qui fait plutôt de l'urbain, de véhicules de fonction, on doit adapter ce type d'indicateur. Voilà, enfin, c'est là où je voulais en venir, qu'on peut adapter son algorithme. Et donc aussi pour incentive, et c'est surtout là où je voulais en venir, c'est-à-dire que si vous voyez que tous vos conducteurs ils commencent à être bons, vous pouvez encore modifier l'algorithme pour les inciter à encore s'améliorer et toujours s'améliorer, pour pas en fait qu'ils aient toujours une note à 20 sur 500. Voilà, continuer à les challenger dans le temps, et ça c'est assez important aussi, je pense, dans ce qu'on a mis en place en tout cas, de vouloir challenger l'ensemble de la flotte. L'adaptation de l'algorithme et des indicateurs est très intéressante parce que ça permet de travailler pour une flotte, peut-être au début plutôt sur le risque routier, si on se rend compte qu'il y a une forte accidentalité, pour ensuite se dire, OK, on a bien travaillé sur l'accidentalité, on va aller travailler plutôt les indicateurs de l'éco-conduite pour améliorer ce point-là en second. Et pas forcément vouloir tout améliorer en même temps, mais aller travailler sur ce qui semble le plus important sur la réalité de la flotte aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais justement, on va parler des résultats maintenant. Et justement, tu as commencé un peu à en parler, mais concrètement, Olivier, en éco-conduite, qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat, qu'est-ce qu'on peut espérer comme résultat d'un point de vue environnemental, mais aussi économique pour un gestionnaire de flotte? Alors, globalement, les chiffres de l'ADEME sont très simples. 15% de réduction des coûts liés au déplacement. 15%, en gros, si on le ramène à des euros, c'est plus simple à suivre. C'est pour quelqu'un qui parcourt 20 000 km par an, c'est environ 500 € par an. 500 € entre le carburant, l'usure des pneus et l'usure des freins. On prend ces trois indicateurs-là pour dire, allez, en gros, 500 € par an. Si on imagine ce résultat-là sur une flotte de 600 véhicules, on est déjà très bien. Alors, on n'arrive pas forcément à ces 15% de réduction parce que c'est une moyenne. C'est lié à la conduite des gens, la conduite initiale. On a bien évidemment des gens qui ont déjà une éco-conduite naturelle, mais on en a d'autres qui ont l'opposé de l'éco-conduite. Et globalement, on arrive à ces chiffres-là. Et surtout, on mesure ça à 500 € par an, mais on va aussi jouer sur la sinistralité, donc sur la prime d'assurance, sur les frais de restitution. C'est une chose qui est importante dans une gestion de flotte, de se dire, je vais réduire mes frais. Donc, effectivement, on agit sur plusieurs leviers. Avec une formation, on va agir sur plusieurs leviers. Et quand on fait le calcul, ça peut monter haut au niveau du chiffrage d'un point de vue économique, et en plus on a un impact environnemental positif, donc c'est cool. Tu veux rebondir là-dessus ou pas sur la partie? Nous, on avait regardé pour l'année dernière, parce que c'était une année pleine du coup pour 2023, on a regardé pendant le challenge éco-conduite, on avait 55 accidents, et hors challenge, on en était à 82. Donc on pense que le challenge, il fait quand même pas mal dans la sinistralité.
Bah oui, carrément. Ça fait 40% de moins, quoi. Donc, c'est C'est effectivement déjà une important. belle. Ouais. Donc on espère que cette année sera encore mieux. Carrément. Et tout à l'heure, justement, tu nous expliquais du coup l'application mobile. On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'on a une application mobile éco-conduite que vous, du coup, vous avez installée pour tous vos gestionnaires de flotte. Voilà, on t'en avait parlé un peu, donc je vais pas trop rebondir dessus. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Donc, effectivement, c'est pour qu'ils s'auto-forment dans l'objectif final. Qu'elles voient où elles en sont dans leur parcours et qu'elles s'améliorent aussi. Tout à fait. Et du coup, pour l'ouverture, entre guillemets, est-ce que... du coup, il y a beaucoup d'ADMR en France. Hein. Oui. Donc là, aujourd'hui, tu es l'ADMR de Charente-Maritime, mais il y a plein d'autres ADMR en France. On a aussi d'autres qui sont chez Soflit. Certaines ont des gestionnaires de flotte, mais pas de logiciel comme Soflit. On n'a pas non plus de module éco-conduite. Aujourd'hui, penses-tu que toutes les ADMR du coup, devraient se munir d'un outil comme Soflit, avec notamment un module éco-conduite? Ah oui, moi je pense que le logiciel, c'est vraiment un allié. C'est mon allié de tous les jours. Et je pense que tous ceux qui ont des véhicules sont conscients de leur impact écologique aujourd'hui. Ouais. Ok. Et est-ce que du coup, il nous reste un peu de temps par rapport aux 45 minutes dédiées, est-ce que vous voulez faire un mot de la fin justement pour parler un peu, conclure un peu sur sur ce webinaire? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on en retienne? Peut-être Olivier, des chiffres, des choses importantes que tu veux qu'on retienne de ce webinaire? Moi, je pense que ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est de construire un véritable écosystème autour de la flotte pour dire, j'ai une flotte, j'ai travaillé mes achats, voilà, ou mes leasings selon le financement que je choisis. Je travaille avec un logiciel de gestion de flotte, l'usage des véhicules que j'ai, et maintenant je peux aller encore plus loin, je peux travailler l'usage au quotidien de mes équipes pour ces véhicules-là, pour encore aller chercher plus loin des économies financières et des économies de pollution aussi. On parlait de démarche RSE, je pense que ça rentre totalement dans une démarche d'entreprise globale, de dire on va agir sur tous ces leviers-là, et au bout du compte, une plateforme comme celle-ci permet de mieux travailler, de faire des économies, de moins polluer, donc rentre dans une politique d'entreprise vraiment générale qui est intéressante et qui aussi est un moyen de fidéliser les salariés. C'est ça. Parce que le challenge, une salariée, puisqu'on est très souvent sur des femmes, qui se questionnent, voilà, va peut-être se dire, là quand même, j'ai mon véhicule, j'ai un bel avantage, et deuxièmement, j'ai un challenge avec des cadeaux à la clé qui sont intéressants. Donc on est vraiment sur une notion globale qui est intéressante à prendre en compte, au lieu de le faire point par point. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, il faut fidéliser toutes les salariés pour travailler tous ensemble, pour ensuite arriver à des objectifs finaux importants. Ok. Moi, je trouvais ça hyper pertinent comme information. Donc, merci à vous deux. Je propose qu'on passe aux questions, parce qu'il y en a pas mal dans le chat. Alors, je vais essayer un peu de remonter pour voir un peu toutes les questions. Alors, on a une question, on en a un peu répondu, mais du coup, la sinistralité est-elle directement liée à l'éco-conduite? Je pense que tu peux répondre peut-être. Oui. C'est-à-dire que avec l'éco-conduite, on va augmenter l'attention du conducteur. Donc, on va réduire un certain nombre d'accidents. Une des premières règles de l'éco-conduite, c'est de respecter les distances de sécurité. Déjà, là, on va réduire la sinistralité et réduire la consommation. Donc, ces deux éléments jouent. Donc, effectivement, on va jouer sur la sinistralité. On va éviter un certain nombre de petits accrochages, de petits accidents qui auraient eu lieu à 5 km à l'heure. Là, on va l'éviter parce que le conducteur sera plus attentif et aura le temps de réagir puisque la distance est plus longue. Je pense que la réponse est assez claire. Merci. Tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Je sais que vous avez vu des résultats, vous en avez parlé. Oui, voilà. Donc, on peut dire que oui, du coup. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. On a une autre question de Margot. Donc là, c'est plus pour toi, Mathilde. Comment les cadeaux aux salariés sont-ils gérés par les comptables? Est-ce que c'est considéré comme un avantage en nature? Alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai que je vois ça avec mon responsable financier. C'est lui qui s'occupe de tout ça, avec mon directeur. Alors comment? Je pense que c'est géré avec le département aussi. Donc là, je pense qu'il faudrait que je revienne vers vous un peu plus tard. D'accord, Margot, on va vous mettre en contact avec Mathilde.
On a une autre question de Phil. Comment réagissent les salariés non équipés de véhicules de service au fait de ne pas pouvoir participer au challenge? Alors, les salariés qui ne sont pas équipés de véhicules de service, en fait, nous, on équipe les salariés de véhicules de service ou fonctions à partir d'un contrat de 110 heures. Donc, il faut tout simplement qu'elles aient un contrat de 110 heures par mois. Si elles ne veulent pas, après, avoir un contrat de 110 heures, elles ont alors leur véhicule personnel et puis elles ne peuvent pas participer au challenge. Donc Ok. ça, elles le savent. Oui, donc c'est assez ancré. Voilà, elles le savent tout de suite. C'est dans le règlement, justement, du concours. Il faut avoir un véhicule de service. Et justement, Phil a enchaîné avec une autre question juste après. Il dit l'application éco-conduite est sur leur téléphone professionnel, du coup. Exact, c'est ça. On a mis le module sur leur téléphone professionnel. Oui, et je crois que c'est par défaut, c'est-à-dire dès qu'ils sont sur leur téléphone. C'est par défaut, je rentre leur adresse mail sur le logiciel, moi, de mon côté. Elles reçoivent donc une notification par mail pour pouvoir s'inscrire, créer leur compte, et ensuite, voilà, elles ont accès à leur téléphone. Ok, bah, ça me paraît très clair. Et l'autre question, est-il difficile de prendre en main une plateforme de gestion de flotte comme Sofit pour une structure comme la DMR? Y a-t-il une formation, un accompagnement pour prendre en main la plateforme? Alors oui, on est accompagné. On est accompagné déjà par Cassandra. Ici présente. Et ensuite, je trouve hyper instinctive l'application. On s'y fait rapidement. Et puis, à la moindre question, on sait que vous êtes là pour y répondre. Donc, oui, voilà. J'ai jamais eu mal là-dessus. Tout à fait. Je vais rebondir là-dessus. Effectivement, nous, de toute façon, on forme l'ensemble de nos clients à nos plateformes. On va dire que le plus long, c'est la mise en place, mais quand je dis plus long, c'est-à-dire que il faut le temps de connecter vos véhicules, bien sûr, surtout si vous choisissez de la seconde monte ou que vos véhicules ne sont pas équipés, donc il faut de la seconde monte, mais bien sûr, il faut le temps des installations. Le temps que les véhicules remontent, on va aussi potentiellement faire, comment dire, de la configuration de boîtier si jamais pour certains véhicules. Et ensuite, bien sûr, à ce moment-là, on va vous former et potentiellement, en fonction du nombre de vos véhicules, bien sûr, parce qu'on peut faire... La gestion de flotte, c'est pas dédié que, justement, toi, tu as 600 véhicules, pas aux grosses flottes de 600 véhicules, c'est aussi dédié aux petites flottes. Donc, en fonction de si vous avez 5, 10, 15 véhicules et 600 véhicules, forcément, ça va prendre plus ou moins de temps parce que il y a une arborescence à créer, etc. Peut-être des droits aux utilisateurs à donner, une organisation aussi interne. Il faut aussi la mise en place RGPD, on n'en a pas parlé de cette partie-là, mais qui est quand même hyper importante. On est quand même sur des données sensibles, surtout si on prend de la géolocalisation. Vous, c'est pas le cas, donc ça va. Mais voilà, il y a quand même cette mise en place à prendre en compte, mais les équipes sont là aussi pour vous accompagner, c'est notre métier. Et en général, ça se passe très bien, on n'a pas de problème à ce niveau-là avec les clients. Donc voilà. Je pense que la plateforme, en plus, je pense qu'il faut lui reconnaître une sacrée ergonomie, et c'est une plateforme qui est travaillée pour effectivement faciliter la navigation, comparativement à d'autres où on est plus proche du tableur Excel que de la vraie plateforme, allez, je vais dire Web 2.0. On a vraiment une ergonomie qui est assez intuitive. Ensuite, effectivement, il faut une formation pour arriver à voir tous les détails, mais globalement, on est déjà sur une plateforme qui, graphiquement, est agréable et facile à utiliser. Et elle change en plus de ça régulièrement. Oui, elle s'améliore. De mise en page, mise en forme pour pouvoir toujours de plus en plus simple. Et c'est vrai que c'est important aussi de le dire. Là, on parle du module éco-conduite qu'on a travaillé. Du coup, on essaie toujours de s'entourer d'experts, donc, comme Olivier pour la partie éco-conduite, mais aussi des utilisateurs. Là, notamment, hier, justement, on était avec Mathilde, où on travaillait encore justement ce module éco-conduite, l'idée, c'est de le faire évoluer. Et de l'ensemble de la plateforme, il y a plein de modules d'activités qu'on essaie de faire évoluer. Donc voilà, c'est assez important. Et justement, peut-être, Olivier, on n'a pas trop parlé, mais c'est quoi aujourd'hui, comment tu pourrais dire notre complémentarité justement par rapport à tout ça, entre toi qui fais tes formations et nous avec notre module éco-conduite, comment tu vois ce cheminement La complémentarité, elle est pour moi, elle est évidente parce que nous, on va apporter notre connaissance de l'éco-conduite et des indicateurs de l'éco-conduite qui vont permettre d'analyser les parcours plus loin que les notions de risque routier, plus loin que ce que tu disais, accélération brusque, freinage brusque et donc virage dangereux. On va plus loin dans les indicateurs pour donner des vrais éléments d'analyse des trajets. Et ces indicateurs-là, ils sont censés évoluer aussi dans le temps
en fonction de, techniquement, ce que l'on peut remonter comme données aussi, et deuxièmement, ce qui est intéressant d'aller analyser, d'aller creuser. Et aussi, c'est effectivement l'atelier d'hier était intéressant pour ça, pour dire quels sont les indicateurs dont on a besoin rapidement pour pouvoir dire, OK, sur cette personne, voilà, c'est là où je dois travailler et globalement, je dois travailler sur ce groupe de personnes et ne pas devoir passer tous les salariés pour dire j'en suis où de tous mes salariés, d'avoir des systèmes de filtre et de tri qui permettent de dire je vais à l'évidence et je vais voir qu'est-ce qu'il faut travailler sur chaque personne ou peut-être sur un groupe. Oui, c'est ça. En fait, aller d'abord dans la partie, ce qu'on disait, la partie plus challenge, enfin justement classement, pour voir ceux qui ont le plus besoin d'être accompagnés. Analyser ces indicateurs, et tu disais qu'il fallait analyser de façon globale, toujours, enfin, il faut une analyse globale, il ne faut pas forcément essayer d'aller dans le détail, c'est pas forcément ce qu'on demande à un gestionnaire de toute façon. Et justement, cibler cela pour dire, eux, ils ont besoin d'une formation, et à ce moment-là, et faire en fait un suivi sur le long terme aussi, ça sert aussi à ça, un outil de gestion plot. C'est une fois qu'ils sont connectés, à partir du moment où ils sont connectés, on historise l'ensemble des données, on a toutes les données, voilà, et on peut faire ce suivi. Et la plateforme permet de voir les résultats, de voir les améliorations et aussi quelque part de reconnaître ces améliorations-là. Une personne qui est formée, elle a peut-être besoin aussi un mois après d'avoir un retour sur dire voilà, on a constaté, super, il y a tels éléments qui baissent, voilà, c'était l'objectif et on l'a atteint. Voilà, je pense qu'il y a ça aussi qui est important, c'est de, on le disait par rapport aux notions de challenge plus collectif, mais peut-être individuellement d'aller aussi. Voilà. Très bien. On a une autre question. Est-ce que l'éco-conduite fonctionne de la même manière pour les véhicules électriques et thermiques? Alors, c'est très intéressant parce qu'on croit souvent qu'on n'a pas besoin de faire de l'éco-conduite sur un véhicule électrique, alors qu'on gagne plus en économie à faire de l'éco-conduite sur un véhicule électrique. Ce sont des techniques qui, certaines sont communes, d'autres vont être différentes en fonction de la motorisation, entre thermique, hybride et électrique, mais il y a des choses à faire pour effectivement augmenter l'autonomie de sa voiture électrique et augmenter sensiblement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller gagner 25-30% de kilomètres en plus avec une pleine charge sur une voiture électrique, alors que cet objectif-là, sur une thermique, est plus difficile. Oui, c'est super intéressant. C'est-à-dire que les gestionnaires de flotte, si aujourd'hui vous écoutez et que finalement vous avez aussi des véhicules, même une flotte de véhicules électriques, on peut se faire former à l'utilisation d'une flotte de véhicules électriques. Surtout que le véhicule électrique souffre de cette peur de tomber en panne. Si on augmente l'autonomie, on rassure aussi les gens avec leur voiture électrique. C'est-à-dire s'ils voient l'autonomie restante, ils sont beaucoup plus rassurés sur leur journée que s'ils disent voilà, je ne suis plus qu'à 50 km et je dois en faire 30. Donc déjà, ça peut faire peur. Et hier, juste pour rebondir là-dessus, tu nous parlais aussi de la différence entre boîte auto et manuel, et que ça aussi, c'est des choses qui s'apprennent aussi à travailler sur une boîte automatique. Oui, on fait de l'éco-conduite sur une boîte automatique. C'est plus flagrant sur une boîte mécanique, parce qu'effectivement, on a la gestuelle qui est plus maîtrisée. Sur une boîte automatique, c'est un petit peu plus fin. Donc, par exemple, sur une hybride, boîte automatique, c'est un petit peu plus fin au niveau technique, mais on arrive à, pour partie, guider ou piloter les changements de rapport juste en jouant sur l'accélérateur. Juste en sachant quand accélérer un petit peu plus ou un petit peu moins. Voilà. En tout cas, quand on entend tout ça, on sent que c'est pas quelque chose d'inné et qu'il faut justement se faire former en éco-conduite pour vraiment le pratiquer correctement et atteindre vraiment le maximum de ce qu'on peut obtenir de l'éco-conduite. On a encore 2 autres questions. Comment peut-on avoir une démo du logiciel? Ça, je vous laisse nous contacter directement sur le site internet. Vous pouvez faire une demande pour avoir une démo. Donc ça, il n'y a pas de souci. Certainement que le marketing mettra le lien pour ça, pour faire une demande. On a Christelle, la formation est-elle la même pour véhicules électriques et thermiques ou faut-il prévoir 2 formations? Ça c'est une bonne question. Il vaut mieux faire 2 groupes puisque les recommandations, il y a une partie commune et une partie vraiment séparée. Et en fait, il vaut mieux créer des groupes par type de motorisation. On aura un meilleur impact. Ok. Je pense que Christelle, c'était clair. Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Attendez.
Excusez-moi, j'ai quelque chose qui s'affiche sur mon écran. Et Sarah, comparez-vous les conducteurs selon la motorisation électrique thermique? Ah, ça, c'est une bonne question. Sachez que sur SoFit, en tout cas, vous pouvez faire des groupes, justement, de typologie de véhicules. Et du coup, vous pourrez très bien faire des challenges par type de motorisation. Donc, grouper, justement, les véhicules électriques et thermiques. Et justement, en fait, au final, c'est ce qui est recommandé. On ne va pas comparer... on évite, en tout cas, de comparer des véhicules qui n'ont pas la même motorisation ou qui ne font pas même le même type de route. Finalement, c'est ce qu'on disait. Oui. D'où pourquoi un des indicateurs qui est pertinent, dont je parlais tout à l'heure, c'était la différenciation par type de route, de pouvoir dire s'ils font plus d'autoroute ou de l'urbain. Oui, et puis ce qui est important vraiment dans les notions de formation, c'est l'amélioration. Et en fait, ça, on va pouvoir la mesurer, quelle que soit la motorisation. On va pouvoir dire, cette personne, eh bien, elle s'améliore, elle consomme, parce que c'est une consommation, qu'elle soit de carburant, d'électricité, et ainsi de suite, elle consomme 10% de moins, puisque sur une voiture électrique, on mesure la consommation de la même manière que sur un véhicule thermique. Ce sont des kilowattheures, ce ne sont pas des litres, mais on a ces éléments-là. Et effectivement, le mieux, c'est de créer des groupes différents pour arriver à avoir une analyse plus juste et ne pas comparer ce qui ne le serait pas. Tout à fait. Et pour information, juste sur SoFit, on gère aussi très bien cette partie électrique, un petit aparté. On remonte les consommations en kilowattheures et les indicateurs sont aussi viables pour la majorité, parce qu'évidemment, tour moteur non, mais sont viables aussi sur la partie électrique, donc vous pouvez très bien faire vos analyses aussi éco-conduite sur la partie électrique. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Du coup, je ne sais pas si vous avez un mot de fin, encore une fois, là-dessus, à ajouter quelque chose. Sinon, je pense qu'on va être bon sur ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, vous avez 1 minute pour nous les envoyer rapidement, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. J'espère que ce webinaire, du coup, vous aura intéressé. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé hyper pertinent. J'étais ravie de le faire à vos côtés. On a Sarah qui nous dit merci. Donc, merci à vous aussi de nous avoir écoutés. On a plusieurs qui nous disent merci. Moi, merci à vous d'être venus et d'avoir partagé votre expertise et votre retour d'expérience aussi, parce que c'est hyper pertinent dans un webinaire d'avoir des clients qui viennent et qui témoignent. Je pense que pour les clients, même pour les personnes qui sont intéressées, il n'y a pas plus pertinent que d'avoir des retours d'expérience utilisateurs. Donc, merci à vous et merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Merci.